de ce soir reçoit pour vous un grand que vous allez découvrir, que vous allez connaître, ses réalisations, sa vie et sa vision. Voilà, il s'appelle Norbert Yamba Yamba. Bonsoir Norbert Yamba Yamba. Bonjour pour tous ceux qui vont nous suivre le samedi à 9h. Bonsoir, bonjour. Vous allez très bien? Très bien, par la grâce de L'émission Dieu. s'intitule Grand H, Grand Homme. Ah, Vous vous sentez grand, vous êtes grand, et cette appellation, selon vous, vous croyez, vous êtes sûr et certain, ça peut cadrer à votre personnage? Grand homme, vous êtes grand? Grand homme, Yamba Yamba, Norbert. la grandeur se construit. J'ai comme l'impression que j'ai la boussole et je sais où je vais. Vous avez la boussole, vous savez où vous allez. Tout à fait. Et elle se construit, la grandeur. Ça ne se décrète pas de manière automatique. C'est le fruit de beaucoup d'efforts, beaucoup de réalisations, beaucoup d'expériences accumulées. Parce que beaucoup se sont déclarés grands, pourtant ils ne le sont pas, simplement parce qu'ils ont pris le train en cours de route. Prendre le train en cours de route, ça veut dire? Prendre le train en cours de route, ça veut dire, ils sont dans la transition, mais ils se croient arriver. Et donc, moi j'estime que ça se construit, ça se prépare, et au regard d'un voyage cumulé, on peut arriver à se dire, Eureka, j'ai trouvé, j'ai fait, voilà ce que je représente. Et les œuvres commencent à parler. Mais on ne peut pas non plus s'auto-déclarer, être grand, et pourtant, c'est vos convictions personnelles. Ce n'est pas une réalité. La grandeur se perçoit par les gens. C'est les gens qui vous disent, vous êtes grand. Et être grand suppose avoir un esprit qui a une influence grandissante sur les autres. Avoir des grandes idées qui vous permettent d'influencer les autres. Et avoir, n'est-ce pas, une manière de faire qui draine les autres autour de soi et qui donne la voie aux autres pour traverser la zone de turbulence. C'est ça la grandeur. Wow. Et la grandeur à la zaïroise, c'est donc des autodéclarations qui ne représentent presque rien parce que on n'a pas encore vu des grandes idées qui permettent à la société véritablement de décoller. Voilà, alors nous avons 3 rubriques. La première, qui est Norbert Yamba. Les gens ils pourront vous connaître à fond. Votre lieu de naissance, date de naissance, vos études faites, et voilà, c'est un peu votre CV. Et la deuxième rubrique, réalisation. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser, votre nom et ce que vous avez fait comme réalisation. Et la dernière, question d'actualité. C'est parti. La première rubrique. Norbert Yamba Yamba. Né à Kin, né à Norbert Yamba Yamba. Sangani. C'est un monsieur qui est né du mariage entre Choukou et Kaka. C'est vrai que je suis né à l'Équateur. Une certaine année, en fait, nous sommes les enfants de 1960. Vous n'avez pas honte de dire précisément votre... Non, moi je suis né à 60, je venais de fêter mes 60 ans au mois de décembre. Et donc, je suis comme tout le monde, je me suis battu, etc. J'ai terminé mes études secondaires en Bandaka. Et là, j'ai obtenu mon diplôme d'État dans une section commerciale. Et puis finalement, à Kinshasa, d'abord les études, on en a commencé à Saint-Joseph ici, parce que mon père travaillait à l'ONATRA. Et puis bon voilà, donc je suis arrivé à l'université à 80, et puis finalement on a fermé l'université. Et puis bon, je suis allé à l'Est. Et c'est à l'Est finalement que j'obtiendrai mon diplôme de licence en planification rurale. Et
je reviens, j'ai travaillé comme assistant. Et dès là, je me suis engagé dans mon combat pour la démocratie au sein de l'UDPS à l'époque. C'était dans les années 83 avec mon ami Floribert Tchibéa, Paul Sambou, André Mouila, etc. Et c'est là qu'il m'a permis d'aller en Europe. Et en Europe, j'étais à Anvers où j'ai fait les Sciences Po. J'ai fini les Sciences Po, j'ai fait deux maîtrises concomitamment. La gestion et évaluation des projets macroéconomiques. Et puis bon, j'ai fait également la gouvernance et le développement. Je suis revenu à Kinshasa, c'est comme ça que j'ai fait la gestion intégrée des forêts tropicales, comme vous, l'environnement, etc. Et je n'ai pas arrêté là, je suis encore reparti à France, où j'ai été faire la décentralisation politique à La Rochelle. Je quitte La Rochelle, je suis revenu à Paris, où j'ai fait la coopération décentralisée et financement des pays africains. Je ne suis pas arrêté là. J'ai fait les États-Unis, où j'ai été récit à WIMI, ça veut dire Washington International et Institute, où j'ai fait le management de la fiscalité au développement économique. Je ne suis pas arrêté là. J'ai été au Canada où j'ai eu la formation à Settlement International. De là, je suis revenu au Maroc, à Casablanca. J'ai fait une formation spécialisée aux collectivités territoriales, c'est la question de la décentralisation. Et après avoir terminé à Casablanca, je suis allé à Tanger, toujours au Maroc. J'ai également fait la gouvernance et le développement. Je ne me suis pas arrêté là, je suis allé en Indonésie. J'ai fait le budget participatif. Croyez-moi, j'ai fait 65 pays à travers le monde et j'avais la responsabilité de faire des études et de produire non seulement des travaux scientifiques, mais aussi des rapports de stage. Et de là, j'étais assistant, et puis finalement chef des travaux, je me suis arrêté un peu, et puis j'ai commencé à travailler comme représentant des ONG belges, ici au Congo, au début des années 90. Finalement, j'étais le représentant des ONG européennes, de manière générale. Je suis encore reparti en Belgique pour une formation. Et puis finalement, on m'a recruté comme coordonnateur pour les retours positifs. N'est-ce pas, des étrangers, des Africains, des Latino-Américains et des Asiatiques. C'est moi qui coordonnais en pleine Bruxelles ce grand projet qui donnait des financements à ceux qui aimaient rentrer dans leur pays. Et puis finalement, je quitte Bruxelles, je reviens, on va me désigner comme directeur général d'un grand projet de la coopération belge, financé par la direction générale de la coopération belge, où j'ai travaillé avec les journalistes que vous êtes, j'ai travaillé avec les ONG, j'ai travaillé avec les différentes associations et les hommes politiques, dans les cadres de faire passer les messages, etc. Et puis finalement, j'ai été recruté comme coordonnateur sous-régional au niveau de l'Afrique centrale, de la gestion de l'environnement d'Afrique centrale. Parce que je vous ai dit que j'ai fait aussi une formation qui porte sur l'environnement. Et là, il fallait travailler avec le Centrafrique, Guinée équatoriale, Gabon, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Cameroun, etc. Et j'ai été repris comme directeur général, n'est-ce pas, de l'Institut supérieur d'études agronomiques, ICA, où je n'ai fait qu'une année et puis j'ai laissé. J'étais rappelé pour être coordonnateur
réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation de forêt, à la FAO, où j'ai été comme consultant INRED pour le système des Nations Unies. Et puis après, finalement... Sur la curiosité, mais comment faire pour réduire un peu la déforestation? Quelle politique mettre en place pour réduire la déforestation? Parce qu'il y a le peuple autochtone, peut-être appauvri, et devant ce peuple, il y a des arbres que ce peuple doit utiliser pour leurs buissons. Et maintenant, ce peuple-là, comment faire en sorte que les arbres, la végétation soient respectés? Il y a plusieurs alternatives. Ces gens-là font pression à la diversité biologique parce qu'ils ont besoin, par exemple, des arbres, de bois, etc. Ils ont besoin de feuilles, ils ont besoin. Et alors, comment réduire? Il faut créer des alternatives. Si vous ne voulez pas que les gens puissent couper le bois, mais il faut leur donner l'électricité. Si vous voulez que les gens ne puissent pas tuer les animaux de la forêt, mais il faut leur chercher un élevage où ils peuvent naturellement avoir la viande en dehors de ce qu'ils peuvent chercher en forêt. Il y a toute une réglementation, il y a des lois, il y a des textes, etc. qui interdisent ça. Il n'y a pas que la pression populaire, il y a aussi la pression de ceux qui sont censés être des concessions forestières. Les concessions forestières, ce qu'on appelle des exploitants forestiers. Il y a des normes. On détermine quelle est la dimension d'un arbre qu'on peut couper ou on ne peut pas couper. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de couper, le permis de coupe, etc. Tout ça, il y a une réglementation, que ce soit au niveau des artisanaux. Les artisanaux, ce sont ceux qui coupent avec les moyens fondamentalement locaux, etc., qui sont censés être, par exemple, des villageois qui vivent dans leur... Là, ils exploitent. Il y a aussi des concessionnaires qui utilisent les machines, etc. Et il y a des normes un peu presque partout. Mais le grand problème, pour éviter la déforestation et la dégradation, c'est surtout créer des alternatives. Vous avez la forêt, il y avait la forêt ici dans la périphérie de Kinshasa. Il faut y aller. Les gens vivent de bois de chauffe. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bois. Moi, j'ai fait une recherche-action par rapport à ça. Certainement que je n'ai pas fait l'agroforesterie, mais j'ai quand même planté, j'ai fait des villages forestiers, modèles et pilotes. C'est-à-dire, j'ai pris des essences forestières à croissance rapide, comme les sénalécocéphalas, les acacias, etc. Et j'ai fait une pépinière de 48 000 plantiles, etc., que j'ai diffusé auprès des gens. À croissance rapide, dans une année, vous avez un arbre. Et après, vous coupez la branche, mais vous ne pouvez pas aller couper la forêt. Parce que vous avez la possibilité. Mais de rajeunissement de l'administration publique, où je suis expert, senior sur ces questions. Ça va faire une dizaine d'années. Je travaille avec la Banque mondiale. Je travaille également avec la Banque africaine de développement. J'ai eu à travailler à une certaine époque où je devrais faire le monitoring, les évaluations sur les actions de la Banque africaine de développement dans la province orientale, etc. J'ai travaillé également comme chef de mission aussi avec la Banque mondiale dans le cadre de la recherche des filières rentables pour permettre véritablement le boostage économique. Et là, je suis je travaille également comme expert consultant de la Banque mondiale sur des questions de l'environnement parce qu'ils sont en train de créer des alternatives pour les enfants qui sont impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt dans la province de Lualaba et du Haut-Katanga. Et donc, je suis recruté comme environnementaliste où j'aide comment on peut avoir des mesures d'atténuation pour permettre à ce que on ne puisse pas créer des effets négatifs, hein, des actions qui ont un potentiel d'impact négatif sur les gens. J'ai travaillé également comme consultant au sein de l'Union européenne où je me suis occupé à faire une grande étude nationale en 2009
sur la question de la décentralisation. J'ai travaillé comme consultant avec la coopération technique belge. J'ai travaillé avec la fondation Frédéric Ebert d'Allemagne. J'ai travaillé avec Hansa Ebel d'Allemagne toujours. J'ai travaillé avec COSI de France. J'ai travaillé avec Air Progretti d'Italie. J'ai travaillé avec Solidarité Socialiste Belgique. 11-11 qui était M2S où j'étais même le représentant au Congo. Donc je cumule une expérience multiple qui me permettent de construire une dynamique de développement dans mon pays. Et actuellement, ils attirent de la nouvelle vision. Je suis président de la nouvelle vision panafricaine où je suis parmi les meilleurs panafricanistes en Afrique centrale. Et j'ai été directeur général également du Centre national d'éducation météorologique. C'est un grand programme qui a été soutenu par la Direction générale de la coopération belge. J'ai été coordonnateur national, SPA, d'un grand programme de l'ISAID, de la coopération américaine. C'est nous qui avons travaillé ici sur le fleuve pour savoir quels sont les différents poissons qu'il y a, etc. Où est-ce qu'on peut les avoir, etc. J'ai travaillé comme spécialiste d'un grand programme américain où je suis allé jusqu'au Mexique chercher le vétiver, qui est une plante aujourd'hui de résistance de la structure du sol, etc. Donc j'enseigne à l'IFASIC. Les érosions, c'est ça? Oui, pour éviter les érosions et maintenir le sol à l'état, etc. J'ai enseigné à l'IFASIC, j'enseigne aux facultés de développement chez les catholiques. Voilà, donc je traîne derrière moi cette expérience qui me permet, soit quand tel domaine ne marche pas, je suis dans tel autre domaine. Donc je suis spécialiste de la non-spécialisation. Aujourd'hui, je suis politique, je suis cadre de l'IDPS. J'ai travaillé à l'IDPS, j'ai pris mon adhésion depuis 1983. À 90, j'étais parmi les premiers membres du comité national de l'IDPS. Nous avons élu les premiers responsables en dehors du directoire de l'IDPS à l'époque, de Tshisekedi, de Kibasa Maliba, de Liaou, de Papa Mbouakem, etc. Et finalement, j'ai été conseiller plusieurs fois de Tien Tshisekedi sur le plan politique, sur le plan des finances, économie, sur le plan d'audit. J'ai été désigné même coordonnateur de la cellule électorale au cabinet du président Tshisekedi. J'étais premier secrétaire rapporteur de l'organisation du premier congrès ordinaire du parti en 2010. J'ai été désigné directeur de formation à l'école du parti. Et voilà, j'ai été représenté l'UDPS en 2015 aux négociations de Venise et d'Ibiza. Où nous avons discuté avec les camps Kabila à l'époque, etc. J'étais candidat député national, n'est-ce pas, en 2018 pour le compte de l'IDPS Tshisekedi. Aujourd'hui, je suis cadre, je suis dans une cellule, et voilà, donc de tout le temps que je suis consultant, je suis en province, j'essaie de travailler pour aider le parti de reprendre sa dynamique habituelle, etc. Monsieur voilà. Norbert, l'événement qui vous a plus marqué dans le bon sens, l'événement heureux de votre vie. Quand vous pensez à cet événement, ça vous fait vraiment du bien. Juste après, ce sera l'événement le plus choquant de votre vie. Il y a pas mal d'événements qui me font toujours du bien. Je ne sais pas quel événement je peux vraiment choisir. Je crois que quand j'ai eu mon fils, le premier, parce que je me disais que voilà, est-ce que je pouvais avoir un enfant, etc. Est-ce qu'il y a un robot? Donc voilà, j'ai eu mon fils. Et voilà, donc c'était le début du commencement. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs. C'est que très clairement, ça m'a beaucoup marqué, quoi. J'ai dit, bon, voilà, c'est le début du commencement, je vais avancer. Et l'événement le plus choquant? L'événement le plus choquant, l'événement malheureux, c'est que
J'aime beaucoup les gens. Mais vous déçoivent. Mais beaucoup de gens me redoutent. Je ne sais pas pourquoi. Ça me dérange de temps en temps. Quand je montre mon amour, j'essaie d'aider les gens. Mais je reçois difficilement à répondre. Non, non. On me redoute, au contraire. On veut me mettre hors du jeu, quoi. Et quand je regarde ma préoccupation, quand je regarde ma vie, quand je regarde tout le combat qui a toujours été le mien, celui de voir notre pays fonctionner autrement, celui de voir notre peuple trouver son compte. Et quand j'ai des amis qui sont très bien avec moi, mais qui me redoutent, et qui sont prêts pratiquement à me faire du mal. Et souvent quand je pense à ça, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Mais comme un ancêtre divinisé, je me mets toujours au-dessus parce que j'ai le caractère d'un lion. Le lion, c'est la persévérance. Le lion, c'est la détermination. Le lion, c'est l'engagement. Le lion ne recule pas. Il n'est pas plus gros que tout le monde, que tous les animaux de la forêt. Mais son caractère, son attitude, parfois fait peur aux autres animaux. Voilà. Et voilà, donc je suis là, je continue à bosser, je crois beaucoup à mon destin et je crois que Dieu doit avoir choisi quelque chose pour moi. Et ça doit se faire tout au long de ma vie. En tout cas, mon destin sera réalisé et j'en suis convaincu parce que j'ai confiance en mon Dieu, j'ai confiance à tous les ancêtres divinisés qui m'ont donné du travail pour aider mon pays à pouvoir avancer. Alors voilà. Le président africain qui vous a plus marqué par sa gestion? Le président africain, par son leadership. beaucoup, mais la vision des gens comme Kwame Nkrumah, déjà dans les années 50, il était en train de parler de la libération du coup de l'Afrique et de la création des États-Unis d'Afrique. Ils sont la série. Hein. Et Patrice Lumumba, comment il pouvait dire que l'Afrique un jour viendra, elle va écrire sa propre histoire, pas l'histoire rédigée, je ne sais pas quoi, mais l'histoire rédigée par ses propres fils. J'ai beaucoup de respect également à Sékou Touré, qui a été diabolisé par l'opinion française, etc. Beaucoup de respect également à Nyerere, les Tanzaniens, la nouvelle génération, c'est Thomas Sankara, colonel Kadhafi, et au Congo, c'est Etienne qui m'a beaucoup inspiré. Etienne Tshisekedi, à cause de sa consistance, de sa constance et de sa résistance. La trilogie tshisekédiste, je réponds, consistance, constance et résistance. Pourquoi? Et moi, pourquoi résistance? Consistance, ça dit tout ce qu'il fait a un contenu, a la substance. Constance, c'est-à-dire on ne peut pas être ceci aujourd'hui et être cela demain. Il faut rester constant parce qu'on a une vision et cette vision doit être suivie. Tant que vous n'aurez pas de résultat par rapport à la vision, il faut continuer à vous battre. Certainement qu'il faut réajuster pas, les choses, les techniques, les stratégies, etc. Et la résistance, devant le mal, il faut résister. Et c'est ce qui nous a caractérisés. Vous savez, mon épouse me disait, en force d'avoir suivi ce que Etienne vous a dit, vous êtes resté pudique. Moi je dis pourquoi? Il dit non, vous êtes trop pudique parce que vous ne voulez pas être imposteur. Or, dans une société en détresse comme la nôtre, il faut être imposteur. C'est-à-dire, vous avez un caractère et puis vous cachez ce caractère-là, mais vous montrez un autre caractère. La plupart des hommes politiques de notre pays sont des gens, des imposteurs. Il est volé foncièrement, mais il donne l'impression d'être honnête. Et nous avons subi cette formation tshisekéliste où on est un peu trop pudique. On a le tribunal de sa conscience
Et on a tendance à s'interpeller soi-même pour dire est-ce que ce que je fais c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Beaucoup d'amis pardon, qui étaient avec nous sont devenus riches, richement de manière insolente. Mais nous on est restés en croyant que le pays doit fonctionner autrement. On est resté sur ce schéma et on est en train de réaliser qu'il n'y a que des imposteurs, pour la plupart bien entendu, qui réussissent. Et on est resté comme... mon fils m'appelle toujours, tu es un rêveur, tu fais de la rêverie romantique. J'ai dit pourquoi la rêverie? Il dit non, tu crois à une société qui ne viendra pas. Non, je crois que notre société fonctionnera autrement. Et Dieu ne me laisse pas. Dieu ne me laisse pas, je suis en train de travailler. Et ton fils s'appelle comment? Mon fils s'appelle Yamba Choukou. Rami Yamba Choukou. Son père, c'est un universitaire, il est basé à Séoul. Mais il me parle toujours, lui aussi, il dit mais il faut jouer l'imposture comme tout le monde. Mais je vais commencer comment? Imagine-toi que moi je vais venir chez toi là, je dis donne-moi ceci pour que je te donne ceci. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Si Dieu a voulu que ce soit ainsi, non. Mais si quelqu'un peut dire Yamba peut m'aider à ceci ou à cela, bon, je peux bien le faire. Je resterai pudique, mais à 60 ans, je ne peux plus changer. Nous avons besoin de servir notre pays. Le jour où on comprendra que, bon, on peut utiliser Yamba dans tel ou tel endroit, j'irai volontiers. Mais si on ne me donne pas, je vais continuer à faire ce que je fais. Tout ce que nous faisons là, c'est essentiellement pour aller de l'avant. Nous ne sommes pas en train de jouer. J'ai toute une vision, j'ai toute une mission. Je voyage, j'ai 50 ans, 100 ans, je reviens. Et je fais dire aux gens, voilà, la torche et l'éclairage qui est là. Et ça, je continue à le faire. Mais bon, que voulez-vous? On est dans cette société-là. On est dans cette société-là. Vous savez, la plupart des gens qui réussissent sont des gens qui ne sont pas pudiques, quoi. Pour la plupart. Vous entendez des gens parler français, vous entendez des gens dire des choses, mais qui font autrement les choses. Et alors maintenant, je ne sais pas, bon, c'est comme ça, mais ce que je suis en train de cultiver, même après 50 ans, vous faites bien de poser ça sur YouTube. Les générations futures peuvent s'en servir. Parce que ce que je suis en train de dire ici, ce sont des paroles à en profiter pour mieux faire. C'est comme ça qu'on se rappelle de Lumumba aujourd'hui, on se rappelle de Tshisekedi aujourd'hui, on se rappelle, n'est-ce pas, d'Etienne Tshisekedi, de Laurent Kabila. Vous voyez, combien de gens disent que Kasavubu a été un homme intègre, etc. On se le rappelle. Vraiment. Donc, Yamba, cette question vous a vraiment choqué? Pour la première fois. J'ai toujours été courageux, j'ai toujours été déterminé. J'ai regardé ma jeunesse, comment j'ai commencé à 20 ans. J'ai grandi dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la crédibilité la plus totale. Et je suis resté marqué cette vie, toute ma vie. Mais j'ai comme l'impression que notre société n'a pas de reconnaissance. Voilà, alors, qu'est-ce que vous détestez? Le comportement humain. Non, la haine. Je n'aime pas la haine. Je n'aime pas la jalousie. Je n'aime pas ça. Vous saluez votre épouse? Oui, je salue mon épouse. Elle s'appelle Eugénie Yamba Ngoy. Mon épouse qui était mon étudiante. Je l'ai prise. Je n'ai pas voulu faire des choses inutiles, mais j'ai pris mon étudiante comme ma femme. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait 6 enfants. Avec elle, hein? Avec elle. Ouais. Très bien. Alors, Norbert Yamba, votre plat préféré, vous aimez manger quoi? J'aime bien. Maintenant, j'aime bien l'impondu. J'aime bien l'impondu. Quand tu me donnes. Vous savez, je grandis à l'Équateur, vous savez, oui. Et quand il y a un liboquet avec un peu de chocolat glace, ça me fait énormément plaisir. C'est ça. Alors, votre programme télévisé que vous préférez très souvent, le programme télévisé que vous admirez, que vous appréciez? Bon, vous savez, les programmes à la Zaïroise ici sont des programmes, trop charnels, et puis bon...
les scientifiques sont essentiellement des commentateurs. Ce ne sont pas des scientifiques qui peuvent aider la société avancée. Et moi, j'aime des programmes scientifiques, des programmes politiques. Mais malheureusement, les acteurs sont dans un débat de bas étage. Mais non, les acteurs, on ne propose rien pour la société. Des acteurs de positionnement politique. Ce ne sont pas des acteurs pour aider la société d'avancer. On n'y est pas encore. Quand il y a un débat, c'est pour FCC Cash, la Moka, il n'y a rien. Vous ne sentez pas de grandes idées qui emportent les gens, qui donnent l'espérance. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, les quelques rares, c'est l'IDPS, vous allez dire que je suis assez égoïste, mais le président est en train de faire tout. Mais il faudrait que cela se généralise. Vous savez, quand les Tshisekedi parlaient d'état de droit, déjà dans les années 70, hein, tu vois ce qu'ils représentent. J'ai entendu la trilogie que je vous parle là. Papa Bouankem, au début des années 80. Et regardez, c'est tout ce vieux-là. Ils ont fait des sacrifices. Vous savez, ici, je voudrais insister, la notion d'intellectuel. Cette notion, elle est très importante, mon frère Doudou, Doudou Moutiri. Simplement parce que Vous ne croyez pas en nos intellectuels? Non, il n'y a pas d'intellectuels. Non. Je m'excuse beaucoup. Professeur, à tout ce que vous dispensez comme cours, à vos études. Non, c'est la récitation. C'est la récitation. On est grimpé sur les idées des autres. Excusez. On grimpe sur les idées des autres. On n'invente pas nos propres idées. On ne s'inspire pas des héritages de nos ancêtres. On ne théorise pas, on ne modernise pas. Et notre société est calquée au modèle occidental pour lequel nous n'avons pas de secret. Et nous avons même des scientifiques qui produisent des articles, qui produisent des livres, qui sont essentiellement des commentateurs. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui se disent scientifiques, mais parce qu'il a produit un livre, et il dit, voilà, vous ne voyez pas que j'ai fait une thèse doctorat. Et pour quelle utilité sociale? Alors, mais non, pour être un vrai intellectuel, ça veut dire produire des idées, mais s'engager pour transformer la société. Et c'est pourquoi je vous dis que les Tshisekedi sont arrivés, peu importe son niveau d'études, mais il y a eu un engagement, il y a eu des actions qui ont été montées, et la société avance. Combien nous avons de professeurs? Ils sont plus de 3000, même 4000. Ils font quoi? Ils sont dans les bureaux en train de chercher pour être conseillers. Mais où sont les idées qui nous permettent de booster notre société, de partir de point A vers point B? Il n'y a pas d'intellectuels, ce sont des instruits. Comment ça? Qui sont essentiellement des commentateurs scientifiques. On peut bien le reconnaître lorsqu'ils citent Montesquieu, lorsqu'ils citent Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'ils citent... Ils peuvent citer qui à la place? Bien, mais écoute, mais pourquoi nous-mêmes? Pourquoi on ne peut pas avoir des doctrinaires? Les doctrinaires, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent dans une société. Certes, ils peuvent voir ce qui a été déjà dit, mais ils peuvent inventer pour dire si la société ne marche pas. Regardez la démocratie aujourd'hui. C'est une démocratie titubante, une démocratie démodée, dépassée, essoufflée. Donc vous ne croyez pas à la démocratie? Mais comment croire à une démocratie où on n'avance pas? Mais où sont nos intellectuels pour réfléchir, pour nous dire voilà le chemin, voilà la torche qui éclaire l'avenir? Rien du tout. Si la démocratie ne marche pas, alors vous proposez quoi à la place? Non, mais il faut l'abandonner. C'est une démocratie occidentale. Comment vous allez conduire la société? Mais alors, nos ancêtres ont vécu pendant plus de 100 000 ans, 200 000 ans. Ils ont été organisés comment? Politiquement. Il y a eu une confédération de royauté. Observe un peu les empires, observe un peu les royaumes. On est resté dans cette type d'organisation. L'organisation que nous utilisons, la République, c'est une donne importée. Ça, c'est fondamentalement occidental. Mais la Chine ne fait pas la République à la manière occidentale. L'Inde, ce n'est pas la même chose que l'Occident. Chaque société doit s'organiser. Et nous avons besoin des intellectuels qui deviennent véritablement des laboratoires. Professeur, vous dispensez le cours de développement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il faut déjà commencer cette démarche pour orienter vos étudiants. Vous faites comment? Mais c'est justement... Vous voulez orienter comment? Vous voulez donner... Vous savez, la plupart des politiques, ils sont à la télé. Pour la plupart des cas, ils savent où ils vont, on leur donne l'argent, ils passent à la télé.
tout le temps, ça fait 30 ans, je suis à la télé. Je supporte moi-même. Parce que j'ai envie d'apporter quelque chose à mon peuple. Ce que j'ai dit là, je ne dis pas que je suis le seul. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont mieux que moi, plus que moi. Mais je dis, mais en fait, si on n'aborde pas ces questions de cette manière-là, on n'ira nulle part. Mais nulle part, nous avons un programme national. C'est un programme colonial. Il faut revisiter ces programmes. Il faut revisiter ces programmes parce que c'est un programme colonial et c'est un programme qui fabrique des modèles aliénés. Non, j'ai dit des aliénés modèles. Vous savez, nous avons pas des aliénés principaux, mais des aliénés modèles. Tu vois, là, quand tu fais... Bien entendu. C'est des perroquets. Est-ce que tu as vu vraiment quelqu'un qui a pondu des idées, qui a bossé l'Afrique aujourd'hui? Nous avons eu des hommes comme Cheikh Anta Diop au Sénégal, qui a pondu des idées, mais un intellectuel, rodé, très professionnel. Vous avez des gens comme Samir Amin en Égypte. Vous avez des gens comme Théophile Obenga, certainement, qui est entré en politique, ça c'est évident, mais qui a des grandes idées. Encore que la nouvelle génération puisse prendre les choses, puisse prendre ces idées-là et les faire booster. Oui, vous avez quelqu'un comme Thomas Sankara, Isidore. Il a quelle formation? Il a quel niveau? Mais c'est un grand intellectuel. Pourquoi? Parce qu'au travers de ses idées, il a boosté son pays. Comment quelqu'un qui fabrique le rail avec des matériels locaux? Mais qui est ce professeur-là qui peut nous dire que sur ce fleuve-là, voilà comment nous pouvons, au regard d'une formule générée... Qu'avez-vous fait? Non, mais moi je suis en train de relever. Moi, en tant que professeur, là je reviens à vous. Oui, non, mais je dis... Qu'avez-vous donné comme théorie, proposé comme théorie pour booster l'Afrique, pour en fait, orienter la jeunesse autrement? On est en train de faire la réflexion. Mais c'est-ce que cette réflexion, mon frère? Cette réflexion de croire que la plupart de ceux qui sont censés aujourd'hui devenir professeurs, ou non, des intellectuels, sont des abrutis fondationnels. Comment ça? Donc ils n'ont pas de fondation, ils n'ont pas de racines. Un arbre sans racines, il tombe. Et donc, on a des hommes et des femmes qui ne connaissent même pas la situation de leur environnement, la situation de leur société, qui réfléchissent au regard de la production des articles pour passer d'assistant, de premier mandat, deuxième mandat, chef de travaux. Eh bien, écoute, non, sans utilité, sans plus-value. Ça profite à qui? Eh bien, ça profite aux Occidentaux qui ont mis le piège. Parce que le système éducatif aujourd'hui... On a piégé apparemment. Bien entendu. Vous croyez quoi? Le système ici, ça fabrique des chômeurs de luxe, non? C'est ça, non? Donc on est des commentateurs, on ne fait que grimper sous les idées des autres. On n'invente rien. Qui peut nous donner une formule pour avoir le poisson ici? Non. On utilise seulement les hameçons que les Occidentaux nous ont amenés. Mais nous pouvons imaginer des modèles d'hameçons. Pour avoir le poisson ici, on va inonder le marché. Ça, on ne le fait pas. Tout le monde est là, moi j'ai tel grade, moi j'ai tel grade. Et alors, à quoi sert une immensité d'intelligence qui ne sert pas à la société d'avancer? Voilà, réalisation, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous réalisé, Norbert Yamba Yamba? Non, Norbert Yamba Yamba, c'est un bâtisseur. Hein? Moi j'ai un système d'organisation, certainement que je suis en train de réfléchir. Je suis en train de pondre un livre qui donne l'orientation pour l'Afrique et les afro-descendants aujourd'hui. Ça s'appelle la puissance de l'impuissance restaurée. L'Afrique en marche. Je donne un schéma opératoire de l'impuissance restaurée. L'Afrique en marche. L'Afrique en marche. Ça veut dire? C'est-à-dire la puissance, l'Afrique qui était hier une puissance, est devenue impuissante. Mais nous sommes en train de la restaurer. Nous sommes en train de la rétablir. Voilà la marche de l'Afrique maintenant. Ce n'est plus l'Afrique affaiblie. C'est une Afrique qui véritablement doit reprendre sa force. Une Afrique debout. C'est ça. Et nous entendons nous battre mordicus pour donner ce schéma-là. Et je viens de terminer la construction d'une grande université populaire où on va commencer à entraîner la jeunesse pour affirmer notre leadership, pour que nous puissions nous approprier de notre continent, pour que nous allions dans la démarche de pouvoir produire un État fédéral d'Afrique, pour que nous puissions avoir des attitudes et des valeurs intrinsèques qui nous permettent véritablement d'aimer nos ancêtres. On nous a poussé à ne plus aimer même notre peau. Tout le monde veut utiliser, n'est-ce pas, les hydroquinones. Tout le monde ne veut pas vraiment de la couleur noire, tu vois. Tout le monde ne veut pas de nos langues.
Quand vous parlez votre dialecte en route, on vous prend pour un idiot, un imbécile, etc. Et donc, l'Occident s'est organisé. Même à l'école, vous vous imaginez, il y a des jeunes gens qu'on appelle des chefs de classe qui prennent les notes des bavards, de ceux qui parlent en dialecte. On nous éloigne de nos langues. On ne peut pas inventer si on n'a pas, on ne connaît pas sa propre langue. On ne peut pas inventer et nous sommes bloqués. Et vous me posez là-bas, qu'est-ce que vous faites? Non, mais je suis en train de dire à mon peuple qu'aujourd'hui le moment est arrivé pour que nous puissions. Pourquoi toi, Doudou Motiri, tu connais parler le Kikongo, tu as des enfants, tu leur fais parler en français. Et tu trouves, tu es auréolé d'un prestige parce que tes enfants parlent en français. Et même en anglais. Même en anglais, même en espagnol. Non, c'est de l'aliénation. Et je vous dis que nous avons des aliénés modèles. Et comment quitter, sortir des... Mais c'est pourquoi on organise les émissions. Pour qu'on comprenne que tant qu'on aura emprunté la voix des autres, et donc on ne fera rien. Ne vous en faites pas, on peut même cotiser l'argent ici. On aura combien? Même 20 milliards, mais ça ne peut rien faire. Vous voyez, la possibilité pour nous, cher Doudou, c'est comment faire en sorte que nous soyons en mesure. Regardez l'impondou là-bas. Si mon Zambé pouvait vraiment montrer l'impondou là. Moi j'étais à Ibadan au Nigeria pour un stage. J'ai vu des boutures de manioc de 15 kilos, 30 kilos. J'ai ramené ces boutures-là, on a fait ça à Bikoro, chez les protestants là, tu vois. J'étais à Boutaré au Rwanda, j'ai vu des boutures, je sais pas, de 50 kilos. Quand vous faites un art, vous avez autant de kilos, autant de tonnes. Vous pouvez nourrir tout le monde, d'agnac, de foufou, etc. On a besoin de ça. Voilà. Alors, place à notre rubrique dernière question d'actualité, parce que vos réalisations, j'ai vite compris. Vous avez un ouvrage que vous allez mettre à disposition de la population, une sorte d'université populaire pour aider la jeunesse. Pour la Renaissance africaine. Ouais. Que vous avez déjà mise en place. Donc, les bâtiments sont terminés et nous entendons inaugurer d'ici là. D'ici là, coup de chapeau pour ça. Question et nous avons une ferme école. Ferme école. Oui, et d'apprentissage. Toutes les universités agronomiques viennent, ils s'installent. J'ai même un lieu de stage où ils viennent, ils s'installent et ils apprennent. Il y a une ferme école, 60%, 40% théorie, 60% pratique et ils rentrent chez eux, y compris des paysans. Et je suis en train de réaliser un grand programme sur la pisciculture où on va commencer à distribuer des alevins. J'en ai fait à Kimbaseke comme recherche-action. J'attends maintenant multiplier sur l'ensemble du territoire national. Je vais voir le ministre de Pêche et Élevage pour ça, parce que ça va être combiné même au niveau de l'agriculture, etc. Donc, pour donner du travail aux gens, ce n'est pas seulement Bokanga Lonzo qui est un seul site d'exploitation agricole, fut-elle industrielle, mais il faut démocratiser cela au travers des initiatives qui permettent véritablement d'arroser l'ensemble du territoire national. Merci Mme Norbert. Place à notre dernière rubrique, question d'actualité, la prorogation de l'état des sièges. Votre réaction? Mais vous voulez quoi? Il faut qu'on proroge l'état des sièges. La situation n'est pas terminée. Il faut... La situation est sous contrôle, mais elle n'est pas terminée. Et comme la loi voudrait que ce soit 30 jours, en déjà 30 jours, il faut prolonger l'état des sièges. Le bilan de l'état des sièges. Mais vous êtes censé bien comprendre qu'il y a une évolution positive. C'est tellement qu'il ne manque pas des incursions. C'est une activité qui a commencé plusieurs années, qui ne doit pas partir en un mois. Mais au moins, en tout cas, la dose en termes d'action, etc., a fondamentalement diminué et nous sommes en train d'aller jusqu'à ce que ça soit complètement éradiqué. Problématique sur la congolité, un mot en rapport avec ce débat houleux et par moments ça commence comme ça. La congolité, moi je n'aime pas ces débats terre à terre. Je n'aime pas vraiment pas parler des débats terre à terre. C'est congolité ou pas, etc. On a besoin d'un nous, on a besoin de ceci, on a besoin. Alors on va passer tout le temps comme ça, tout le monde veut devenir spécialiste de la congolité, etc. Moi, je ne m'intéresse pas vraiment de ces débats de bas étage. Mais je considère que, indépendamment de ce qui s'est dit, Tchani a été candidat président de la République, Tchani a une offre politique, Tchani a un projet de société,
en tant que citoyen de la République, il peut affirmer sa citoyenneté en faisant des propositions. De la même manière que Doudou Moutiri peut le faire, Kabongo peut bien le faire, Boron Nzambe aussi, etc. Pourquoi pas Yamba Yamba? Nous sommes tous copropriétaires de la République, chacun peut faire véritablement des propositions. Est-ce que c'est pour te dire que quand Yamba fait une proposition, que cela entre en vigueur? Moi j'ai dit non. Ah non, il y a une instance qui est destinée à pouvoir étudier même des propositions pour arriver véritablement à prendre des décisions qui portent sur l'adoption des lois. Donc Tchani a fait une proposition, l'Assemblée, les parlementaires n'ont même pas encore analysé cette question, la loi n'est même pas encore là, et tout le monde commence à identifier des hommes et des femmes qui sont visés. Ce n'est pas normal. Sinon, on va inhiber la capacité de réflexion des Congolais. Il faut donner libre cours, n'est-ce pas, à des réflexions, ça c'est évident. Et maintenant, les gens vont savoir réfléchir sur l'opportunité, sur la question. Mais n'arrêtons pas les velléités de la réflexion. C'est pas bon. Mais écoutez, je crois que les parlementaires sont suffisamment mûrs et ils sauront quelle position prendre pour que le calme, la sérénité puissent régner. Voilà, loi Ntundula, loi électorale, je ne sais pas comment avez-vous trouvé, parce qu'il y a ces personnes qui pensent que c'est une loi taillée sur mesure. Quel est votre avis? Non. Ntundula, avant d'être ministre, vice-premier ministre des Affaires étrangères, a été député et il s'est distingué tout au long. C'est le meilleur, parmi les meilleurs parlementaires qui, dans la production des idées, dans la production de lois, dans la production d'un certain nombre de réglementations. Je ne le vois pas tomber sur la robotisation, etc. Je ne le vois pas tomber sur le fait que bon, il a proposé quelque chose taillé sur mesure. Ah non. Mais est-ce qu'ils ont répondu tout ce que Ntundula avait proposé? Non, mais on n'est pas obligé de répondre à tout ce qu'il a proposé, mais il y a aussi il y a des questions phares qui peuvent faire l'objet véritablement d'adoption. Il y a aussi des questions qu'on peut rejeter parce que c'est une somme d'intelligence qui réfléchit sur la question, la proposition d'une personne. Vous voyez, donc il ne faut pas qu'on puisse, quand on adopte tout, on dit non, ces gens sont robotisés. Et quand on n'adopte pas, on dit non, mais pourquoi on a refusé un certain nombre de choses? C'est pas normal, c'est manquer de maturité. Et ça, on a la responsabilité d'accroître la lucidité de notre peuple en amenant à la vraie information qui permette aux uns et aux autres d'avancer. Merci Norbert Yamba Yamba, votre contact pour ceux qui voudront vous atteindre en privé. Oui, vous connaissez mon numéro, non? Vous connaissez mon numéro, c'est plus 243. 82 00 199 13. Et donc voilà, on peut m'atteindre facilement. Merci pour votre disponibilité. Merci en tout cas, merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Je pense que ça va continuer. Merci, c'est notre grand de ce soir, grand homme, grand H qu'on a reçu, Norbert Yamba Yamba. On peut s'élever pour les annoncer. Donc vous avez compris que la grandeur, il faut nécessairement aussi démontrer, prouver cela par vos réalisations, comme l'a bien démontré Norbert Yamba Yamba. Alors, il suffit pas de vous autoproclamer grand dans un petit coin, non? Montrez votre grandeur, servir la nation, c'est ça qui est le plus important. Merci Norbert Yamba Yamba, à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous tirer. À Moron Djambé, merci à Alain Kabongo, Romain Makonda, à la programmation. Fiston Tunga, merci Kifou, et Christian Bancholo et Bruno Nzinga. Rediffusion demain samedi à 9h10. Bonne fête déjà, le 5 juin, journée internationale de l'environnement. Et nous encourageons notre maman Eva Zaïba, VPM, c'est Grand Ministère de l'Environnement et Développement Durable. Bonne fête à tous, journée internationale de l'environnement. Respectons notre environnement, c'est très capital. Nous faisons tous partie de la solution. Ciao.